Le Mac Culture, Anne Lépine. Bonjour à tous. Et si les cartes n'étaient pas seulement des outils pour se repérer, mais aussi des terrains d'exploration artistique, des territoires à rêver, des récits à écrire? Pensez autrement la cartographie. C'est ce que nous propose la toute nouvelle exposition du lieu unique à Nantes, dans les plis des cartes. Entre art brut, art contemporain et recherche scientifique, cette exposition réunit une douzaine de projets où l'usage de la cartographie est autant documentaire que fictif. Je vous propose dans ce Mac Culture d'explorer ces différentes dimensions des cartes avec en studio Élie Comins, directeur du lieu unique et l'un des 3 commissaires de l'exposition, et au téléphone Mathias Poisson, plasticien et performateur, dont 2 des œuvres sont présentées dans cette exposition. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Mathias, voilà, donc vous êtes au téléphone. Donc merci à tous les deux d'avoir répondu présent à mon invitation. Alors pour nous parler justement de cette exposition passionnante, et vous allez nous dévoiler non pas le dessous des cartes, mais les plis des cartes. On va le voir tout au cours de cette émission. Finalement, pour chaque carte, il y a une intention particulière de celui qui l'a réalisée. En montant cette exposition, quelle était votre intention, vous les commissaires d'exposition? Enfin, vous allez parler pour vous 3, Élie Comins. C'est très juste ce que vous venez de dire. Toute carte revêt une part d'intention et un objectif particulier, alors que la carte, au sens de la cartésienne telle qu'on peut la connaître, la carte pour s'orienter dans l'espace concrètement, parce que souvent c'est un outil très concret, se présente comme un outil plutôt objectif, entre guillemets, voire scientifique, de représentation du réel. Or, on sait bien aujourd'hui que la carte est toujours un instrument pour atteindre un objectif. Il y a une grande ligne de la modernité occidentale qui est que la carte a beaucoup été utilisée comme un outil de compréhension de l'espace, mais aussi de domination, de colonisation, un outil évidemment militaire, et donc ô combien soumis à des objectifs externes, si j'ose dire. Je le disais en introduction, cette exposition est originale aussi par le fait que ce soit une exposition chorale, parce qu'il y a 3 commissaires. Comment vous avez travaillé ? Alors avec Patrick Guiguer, qui est directeur de Plateforme 10 à Lausanne et qu'on connaît bien à Nantes parce qu'il a été mon prédécesseur à la direction du lieu unique, avec Alexandra Muller également, directrice du musée Jules Verne et du projet de la Cité des Imaginaires en préfiguration. On a cette passion commune des cartes et je constate depuis qu'on a ouvert cette exposition qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui me disent « Ah, moi j'adore les cartes !» donc on partageait ça. Et évidemment, c'est un sujet très intéressant aujourd'hui parce que l'objet carte lui-même est en train de changer complètement. Je pense qu'il est remplacé par les smartphones. Absolument. Et quand on regarde par exemple la manière dont l'Institut géographique national définit ses missions, alors qu'avant c'était de produire des cartes, aujourd'hui c'est de traiter de la donnée. Donc c'est vraiment un changement très important qui amène des notions de changement en temps réel, qui amène des notions de traitement de données de masse. Donc c'est une période de bascule pour ce médium-là en particulier. Et on constate que du côté des artistes, alors ça ne date pas d'aujourd'hui, mais on constate une très forte activité autour de ce médium pour le détourner, pour en faire autre chose, pour en faire aussi un médium où parle une part de subjectivité. Et surtout d'où on peut imaginer d'autres modes de relation ou d'autres futurs. On a l'impression à travers cette exposition que pratiquement tout peut être cartographié, aussi bien finalement notre vie mentale que le monde sensible qui nous entoure, comme vous venez d'en parler, aussi bien finalement un parcours individuel de vie comme une histoire collective, qu'elle soit réelle ou fictionnelle. Et finalement, dans cette immensité de formes et presque d'univers, comment on peut définir une carte, Élie Comins ? Alors, je pense que quand on sort de cette exposition, on peut en avoir une définition très élargie, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans un objet bidimensionnel qu'on peut mettre à plat, mais dans plein de formes différentes qui vont d'une tapisserie jusqu'à des simulations 3D très précises, comme celle qui est proposée par le MIT, par exemple, pour représenter une favela au Brésil. Donc aujourd'hui, ça revêt une infinité, je dirais, de formes. Et d'ailleurs, le sujet est infini. Enfin, il y a des bibliothèques entières, évidemment, là-dessus. Et on aurait pu aller dans plein de directions différentes. Donc là, c'est quand même des choix très précis qu'on a fait, très particuliers, avec mes 2 co-commissaires. On en reparlera justement sur ces choix. Justement, les cartes présentées dans cette exposition, elles sont finalement loin, et vous le disiez, de la carte géographique traditionnelle, comme on l'entend tous.
Pourtant, elles ont peut-être ce point commun de solliciter notre imaginaire. Et Alexandra Müller, justement, l'une des 3 commissaires, disait lors de la conférence de presse que finalement, cartographier, c'est faire exister des territoires imaginaires. Êtes-vous d'accord avec elle, Élie Comins ? C'est vraiment tout le propos de cette exposition, de traiter la carte comme un territoire d'imaginaire et au fond peut-être de dire que même la carte la plus scientifique elle-même relève d'un certain type d'imaginaire. Il y a un objet qui nous a vraiment servi de point de départ qui est très connu, qui est la carte à échelle 1. C'est une carte qu'on trouve chez Borges notamment, avec cette idée dans l'histoire de Borges, on cherche à cartographier l'Empire. Alors c'est un empire fictif qui fait un peu penser à l'Empire romain, mais avec un petit côté science-fiction. Et ils se disent, on va d'abord cartographier la ville, et puis la province, et puis l'Empire tout entier, et on essaye de devenir de plus en plus précis, et on finit par avoir une carte qui recouvre tout l'Empire, parce qu'elle est tellement précise que le moindre caillou va figurer sur la carte. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a de plus en plus avec nos smartphones, finalement, cette idée qu'on va zoomer de plus en plus, et c'est ce principe qui a beaucoup guidé la construction de l'exposition, à savoir, on a une vue d'ensemble, et ensuite on peut aller de plus en plus loin, de manière de plus en plus précise à l'intérieur de chaque œuvre. Mathias Poisson, vous, de votre côté, vous présentez 2 œuvres. Et comment, finalement, vous parlez de votre travail ? Par exemple, si je prends l'exemple de votre installation présentée dans l'exposition qui s'appelle « Quartier des Boulets à Istanbul », quelle différence faites-vous entre une cartographie et presque un carnet de voyage ? Alors oui, en effet, dans mon travail, la frontière est assez fine entre le travail d'observation, d'arpentage, de rencontre avec les lieux, les gens qui habitent certains endroits ou les entourages de mes lieux d'habitation. Et bien en fait, c'est vrai que je pars de cette activité qui est d'ailleurs à l'origine l'activité première des géographes. C'était à l'époque des voyageurs, des écrivains, des dessinateurs. Et puis c'est plus tard qu'ils sont devenus des géographes de cabinet qui traitent des données, comme le disait Élie tout à l'heure. Mon travail, il est d'abord vivre l'expérience d'un lieu, d'abord prendre le temps de le regarder, de le respirer, de le sentir, d'y faire quelque chose ou de ne rien y faire, pour pouvoir me laisser imprégner. Et je cherche ensuite à traduire ce qui me semble vivant, ce qui me touche dans ces lieux. Donc c'est vrai que on pourrait dire que d'une certaine manière, mes cartes sont des carnets de voyage, on va dire 100 pages, dans lesquels on peut rentrer et où les dessins se déplient sur une sorte de 2 dimensions déformées comme ça. Donc oui, en effet, je vois bien ce que vous voulez me dire. Il y a un lien fort entre ces carnets de voyage et ces cartographies subjectives telles que je les pratique. Pourtant, si je reprends l'œuvre Quartier des Boulets, votre installation, elle a une forme très particulière aussi. Là, c'est une déambulation que vous nous proposez. Oui, tout à fait. Alors en fait, cette forme-là, elle est venue lors de la préparation de l'exposition à Istanbul, dans le quartier des Boulets, donc le quartier de Tophane, qui est proche de la place Taksim, très connue à Istanbul. Et donc dans le quartier, qui est un quartier fait de ruelles en pente, et qui est un ancien quartier d'Istanbul, très très ancien, et dans lequel il y a toujours eu des minorités qui ont habité, qu'elles soient venues de l'autre bout de la Turquie, du Kurdistan, ou bien de l'Arménie. Mais à l'époque où j'étais, il y avait aussi des Roms qui étaient là, comme dans certaines parties du quartier, un peu dans des conditions assez précaires de vie. Et mon travail a été d'arpenter toutes ces rues, de rencontrer le plus possible de gens en passant du temps à dessiner dans la rue. Et c'est vrai que le fait de dessiner dans la rue, c'était un vecteur de rencontre énorme. Et donc j'ai pu faire beaucoup de portraits de gens qui m'ont raconté leur vie, et j'ai pu dessiner tous les détails qu'ils ont bien voulu me présenter ou me montrer ou me décrire. Et d'ailleurs, assez vite, je leur ai expliqué ma manière de travailler, et notamment le fait que je fabrique mes encres avec des matériaux que je glane sur place. Et donc les habitants du quartier m'ont apporté tout un tas de matières, de déchets, d'objets qui m'ont servi ensuite à faire des encres de grenades, des encres de pétales de fleurs.
de pensée qui étaient dans le parc central du quartier, ou bien des baies de Troène qui étaient dans les rues de ce quartier-là. Et il y avait un côté un peu participatif qui est même allé jusqu'à ce que des artisans m'offrent des feuilles d'or. Et du coup, il y a sur cette grande carte géante installée au milieu de la cour du lieu unique, il y a des détails qui sont dorés à leur fin et qui racontent un peu toute cette diversité de présence et de matériaux sur place. Ouais, qui symbolise un peu cette richesse finalement que vous avez rapportée. Dans la deuxième œuvre que vous présentez, Graphie du déplacement, là vous revendiquez vraiment le caractère sensible de vos cartes, loin finalement des relevés objectifs des géographes dont on parlait tout à l'heure. Avec cette œuvre, vous invitez le visiteur à perdre ses repères pour mieux habiter l'instant présent. Qu'est-ce que vous cherchez à provoquer justement chez celui qui regarde et Élie Comins disait tout à l'heure justement, on rentre dans le détail. Chez vous, c'est vraiment dans l'hyper-détail. Alors oui, tout à fait. Ce que je remarque, souvent ce qu'on me dit après avoir vu les œuvres qui sont présentées dans la sérigraphie du déplacement, c'est que les gens me disent, en général, ça me donne envie d'en faire autant. C'est-à-dire qu'il y a un geste assez simple qui est ma manière de me souvenir de mes explorations de quartiers ou de lieux et de les redessiner de manière assez simple et naïve, on va dire, ou en tout cas dans un trait pas forcément hyper technique, mais plutôt je représente les choses telles que je m'en souviens et je les ai vues, et j'accepte totalement la déformation des lieux. C'est-à-dire si quelque chose me revient à une échelle importante, je la dessine grosse, et puis si j'oublie les choses ou si elles sont finalement anecdotiques, je les rétrécis, et naturellement ça fait des déformations géographiques, mais qui ressemblent d'une certaine manière, je pense, plus à ce qu'on a dans nos têtes que ce qu'on a sur des cartes qui remettent tout à plat et à la même échelle de partout et aussi du même point de vue. Mais si on regarde bien dans notre dans nos images mentales, après une promenade ou une exploration d'un lieu, on n'a pas une carte à plat. On a tout un tas de sensations, de sons, de visions, de représentations graphiques dessinées dans nos têtes aussi. Enfin, ça dépend de chaque personne en plus. Mais on a un mélange souvent de représentations. Et quelque part, mes cartes, elles font état de cette plasticité de notre relation à l'espace. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la partie du cerveau qui mémorise nos trajectoires et nos déplacements, c'est l'hippocampe. Mais c'est aussi cette partie-là du cerveau qui mémorise toutes nos émotions et qui déclenche et qui nourrit nos rêves la nuit. Donc il y a un lien très fort entre l'orientation et la rêverie. Ça me plaît de le rappeler parce que dans mes cartes, peut-être c'est ça que j'essaye de déclencher chez le spectateur, c'est qu'il se fabrique à son tour sa propre cartographie subjective et qu'il se l'autorise à l'heure où on a des cartes sous les yeux tous les jours, et que ces cartes, elles ne ressemblent jamais à ce qu'on a dans la tête. Elles sont très normées, très stylisées dans un certain langage, alors que naturellement, notre imaginaire est quand même beaucoup, beaucoup plus varié, plus prolixe en détails et en événements anecdotiques. En tout cas, merci beaucoup, Mathias Poisson. Maintenant, on va laisser aux visiteurs de cette exposition faire l'expérience justement de qu'est-ce qu'ils voient dans ces cartes et comment eux, ils se situent face à elles. Donc, merci pour ces clés de lecture de vos œuvres. Merci pour le temps que vous nous accordez et belle journée. Au revoir, merci. Au revoir. Élie Comins, vous avez fait le choix d'une déambulation libre du visiteur. Les installations, elles sont majoritairement monumentales. Elles prennent vraiment, alors aussi des formes plastiques très variées, puisqu'on a des dessins, collages, photos, vidéos, peintures, papier peint. Enfin, c'est vraiment assez multiple. Les artistes exposés aussi viennent également d'univers très différents, puisqu'on a aussi bien des chercheurs, des collectifs d'artistes, artistes plasticiens, artistes de l'art brut, artistes numériques, performeurs, qui viennent également du monde entier. Finalement, vous en parliez un tout petit peu au début, mais comment s'est fait le choix des projets exposés? Parce que c'est pas possible d'être exhaustif. Très loin de là sur ce sujet. Donc c'est vraiment des choix en conscience forts, des décisions d'aller vers tel ou tel. On a vraiment été guidés par l'idée de la diversité des pratiques. Ça, c'est aussi une des grandes lignes éditoriales du lieu unique, de sa programmation en général, que de parler du contemporain, de ce qui nous arrive aujourd'hui, à travers toutes les formes d'expression
quelle qu'elle soit finalement, que ce soit des formes artistiques de toutes les disciplines ou que ce soit des travaux qui sont issus plutôt de laboratoires de recherche ou de toute autre provenance. Donc ça, c'est vraiment le style, je dirais, assez libre qu'on essaye de défendre lieu unique et qu'on voulait pour cette exposition, d'avoir des profils et des pratiques très très différents. J'espère aussi que ça permet à des personnes qui viennent voir l'exposition d'y trouver des éléments qui leur sont plus familiers en fonction de leur goût, de leurs appétences. Et puis j'espère d'aller vers des formes qu'ils connaissent moins aussi, c'est le but. Il y a même une œuvre qui est assez fortement dirigée vers les enfants, puisque c'est une sorte de bac à sable augmenté avec une projection qu'on peut déformer et avec une carte topographique qui se projette par-dessus. Et donc c'est extrêmement ludique. Il y a quelques œuvres comme ça qui sont interactives et qui sont de cet ordre-là. Et puis il y a des choses qui sont presque des sortes de livres projetés de manière monumentale. On va revenir, je pense, sur l'œuvre de Kate Crawford et Vlad Angeler qui s'intitule « Calculating Empires », calculer les empires. Donc il y a vraiment une très grande diversité de formes. Voilà, c'est aussi une sorte de liberté qu'on se donne et qui est finalement pas si courante dans les institutions culturelles, donc on en profite. Oui, et ce qui permet effectivement qu'il y ait une déambulation libre du visiteur. Vraiment, chacun rentre, il n'y a pas de trajectoire. Non, nous on a imaginé certaines trajectoires possibles, mais effectivement, on peut aller où on veut et il y a surtout des effets de rappel visuel. On a essayé de réfléchir beaucoup, comme on fait dans les expositions, à des perspectives, à des mises en relation visuelles dans la profondeur de la salle, qui est très grande, il faut le rappeler, elle-même très monumentale. Donc avant de rentrer plus avant dans l'exposition et de découvrir ensemble quelques-unes des œuvres présentées, parce qu'on ne va pas faire le tour de toutes, mais on va essayer quand même de vous en décrire quelques-unes à la radio. C'est pas toujours facile, mais on va essayer. Moi, je vous propose une petite pause musicale avec Mathieu Chédid et Iba Tawaji qui chantent MapMonde. Capitale des fêtes et renaissante, métropole vivace et mutilée. J'écoute vos battements à la frange des astres. J'entends vos rumeurs dans la boucle des saisons. Si t'es debout sur la les lanières de l'asphalte, l'arcade parmi les pierres. Je dérobais ma tâche à la brèche d'un sourire, à l'échange d'une parole, à l'étang d'un seul regard. Si t'es debout sur ma peau, au chantier qui s'érige, aux fenêtres qui accolent, le dehors au dedans, aux foules qui se resserrent, aux foules qui se dissipent, aux foules qui se relient.
Après ce tour sur la map monde, retour dans le Mac Culture où nous découvrons les plis des cartes, la nouvelle exposition du lieu unique avec Elie Comis, l'un des 3 commissaires de l'exposition. On le disait un petit peu avant, nous n'avons pas le temps de présenter tous les projets, il y en a plus d'une douzaine. Alors arbitrairement, moi j'en ai choisi 2 qui sont peut-être très éloignés de nos représentations conventionnelles des cartes, mais on lisait un peu tous les projets, enfin voilà. J'aimerais qu'on revienne un peu, vous en avez vaguement parlé tout à l'heure de Calculating Empire de Kate Crawford et Vladimir Joler. On pourrait passer des heures à regarder cette œuvre, Elie Comis. Oui, oui. Alors, c'est une œuvre qui se présente de manière très monumentale puisqu'elle est apposée sur un mur de 24 mètres de long. Donc, il faut s'imaginer, 24 mètres de long, plus de 3 mètres de haut. Et ça se présente comme des symboles graphiques qui sont liés à des technologies et à des formes de pouvoir. Et en fait, c'est une sorte de carte temporelle, historique, composée par Kate Crawford et Vladimir Joler, pour essayer de présenter le rapport entre les technologies contemporaines, mais aussi passées, entre les pouvoirs et puis l'informatique, la communication, etc., depuis environ 500 ans. Et donc, on remonte dans ces 500 années et on comprend des évolutions des relations qui se jouent de manière à aussi reformuler un peu l'imaginaire actuel, parce qu'on nous présente beaucoup aujourd'hui la nouveauté foudroyante de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, de la physique quantique, etc. Ici, les 2 artistes resituent ces innovations, disons, dans un continuum historique. Et donc, on se rend compte en parcourant cette œuvre que ça ne sort pas de nulle part, qu'il y a une longue histoire, et qu'il y a une longue histoire qui n'est pas seulement celle de l'innovation pure, au sens de la découverte scientifique et technique pure, si tant est que ça puisse exister, je crois que non, mais toujours de comment cette découverte est aussi négociée avec le pouvoir, avec la société, avec les croyances, avec la culture. Ça ne sort pas de nulle part. Alors, ce qui est très fascinant dans cette œuvre, c'est que quand on l'aperçoit de loin et qu'on comprend de quoi il s'agit, on peut se dire, j'ai une sorte de carte là, universelle, qui va me donner une compréhension tout d'un coup claire de phénomènes extrêmement complexes et qui nous affectent aujourd'hui très fortement dans notre vie quotidienne, avec nos smartphones, etc. Et puis, évidemment, quand on va se rapprocher, quand on va zoomer, alors avec nos pieds, en se rapprochant de l'œuvre, on va s'y perdre forcément, parce que le niveau de complexité est tellement important qu'on se trouve désorienté. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on a cherché à travers toute l'exposition. C'est une sorte de vertige aussi qui naît de la carte. C'est un peu ce qui peut la rendre fascinante. C'est qu'on a l'impression que ça va nous dire quelque chose, qu'on va enfin comprendre, embrasser quelque chose du regard. Et en fait, forcément, on va être dépassé là par la masse. Et ça, c'est une œuvre typiquement devant laquelle il y a des gens, déjà, j'ai vu depuis l'ouverture de l'exposition, qui passent des heures à lire cette œuvre. On peut complètement se noyer dedans. Ça, j'avoue que... Elle est faite pour s'y noyer. Elle est conçue pour ça. Alors, on va passer dans un autre style. Comme je disais, là, arbitrairement, j'en prends 2. Donc, c'est Happy Lands. Alors ça retrace sur toile les songlines aborigènes. Ce sont cette œuvre, elle fait naître des paysages qui sont chantés à la base. Là, on est vraiment, au contraire, très loin de cette démarche scientifique de l'autre œuvre. Oui, alors on peut dire qu'on en est très loin, mais je dirais plutôt que c'est vraiment une autre approche, et c'est pour ça qu'on voulait que ce soit présent dans l'exposition. Il faut dire que c'est des œuvres vraiment extraordinaires à voir, qui sont magnifiques, qui sont extrêmement colorées, et je crois qu'on n'a pas besoin, je dirais, de la décoder en détail pour être touché, je crois, par cette œuvre, même si, évidemment, après, on peut plonger, là encore, de manière très profonde dans ce qui est vraiment une culture ancestrale des aborigènes d'Australie, qui sont issus de ces territoires aborigènes de l'ouest australien, des aborigènes Anangu. Et la raison pour laquelle on voulait absolument que cette représentation spatiale issue des aborigènes australiens soit présente dans l'exposition, c'est que pour eux, il n'y a pas de distinction entre le territoire physique, celui que nous on dirait que c'est la géographie, et il n'y a pas de distinction avec la spiritualité et l'imaginaire, je dirais même religieux, culturel de ce territoire. Et donc, pour eux, il n'y a aucune différence entre une colline et son origine par des forces spirituelles.
qui leur sont propres et qu'il faudrait connaître dans le détail pour pouvoir les comprendre et les décrypter de manière très particulière. Et les songlines des peuples aborigènes australiens, en fait, c'était des cartes chantées. Donc c'était des sortes de récits chantés dont on se servait pour s'orienter dans l'espace. Et il faut rappeler évidemment qu'on parle d'un espace qui, aux yeux, disons, d'un Européen, d'une Européenne, peuvent paraître très difficiles à distinguer, puisqu'on parle de très vastes étendues, pour une large partie désertiques, où ça peut paraître très difficile de trouver des points de repère. Et c'est ce que faisaient les songlines en liant la partie physique et la partie spirituelle dans un seul récit. Et ce qui est encore plus fascinant avec ces songlines, c'est qu'elles sont transmises à travers les différents peuples aborigènes, alors qu'ils parlent des langues différentes. Et donc il y a aussi un passage de frontières linguistiques qui se fait avec ces songlines, qui sont léguées de génération en génération, qui peuvent être enrichies, qui peuvent être déformées également. Donc c'est vraiment un lien à l'oralité. Et ces peintures, en l'occurrence, c'est des collectifs d'artistes aborigènes qui les ont créés, sont complètement issus de ces songlines, de ces chants qui sont de véritables cartes d'orientation dans l'immensité australienne. On va rapidement, là, on a 2 minutes. Juste, moi, j'ai fait mon choix. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter votre œuvre? Alors, est-ce que c'est coup de cœur? Généralement, c'est compliqué pour un commissaire d'exposition. Peut-être un coup de pouce, un coup de projecteur, une œuvre que vous auriez envie de présenter à nos auditeurs. Alors, je vais en choisir 2. Alors, rapidement, parce que vous avez 1 minute pour chacune. Alors, il y a une œuvre vraiment fascinante qui s'appelle Atosland par un artiste qui s'appelle Michael Goltz. Et qui est sorti vraiment de l'anonymat le plus complet récemment, parce que c'est un artiste qui est handicapé sur le plan psychique et qui crée un monde cartographique qu'il appelle Atosland depuis toujours, je dirais. Il ne cesse d'ajouter des cartes à cet univers, donc il compose son propre monde qui est selon lui une sorte de protection contre la violence du monde réel, d'une certaine manière. Il invente un autre monde et c'est absolument fascinant de se plonger avec lui là-dedans parce que c'est une forme de langage qu'il a trouvé avec nous. Et puis, il y a une deuxième œuvre qui est proposée par le studio Le Mercier, par Joanie Le Mercier et Juliette Bibas, qui est un traceur. Donc, c'est comme une sorte de bras robotisé avec un stylo qui trace devant nous des cartes, et en l'occurrence des cartes de Nantes, qui serait en partie recouverte par les eaux à l'avenir. C'est une simulation de ce qui pourrait se passer avec le réchauffement climatique. Et c'est très saisissant de voir ce côté très très manuel mais robotique et qui représente aussi notre propre réalité ici à Nantes. Eh bien, merci beaucoup pour ce décryptage de cette passionnante exposition dans les plis des cartes qui se tient jusqu'au 11 janvier 2026 au lieu unique à Nantes, lieu dont vous êtes le directeur, Élie Comitz. Comme toujours au lieu unique, l'entrée est libre et l'exposition est visible du mardi au samedi de 14h à 19h, le dimanche de 15h à 19h, fermée le lundi. Une exposition à voir en famille qui changera votre vision des cartes. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.